bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho, émission spécialement consacrée à la crise énergétique. Et pour en parler, je suis entourée de Benjamin Coriat, professeur à Paris 13 et membre des économistes atterrés, Laurent Vronsky, industriel, directeur général d'Ervor, secrétaire général de Croissance Plus, Léonce Dikoumana, économiste burundais à l'Université de Massachusetts et membre de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises. Et à Bruxelles, on sera rejoint par notre correspondante Alix Le Bourdon. Bonjour à toutes et à tous. Voici tout de suite les titres de cette émission. Face à la flambée des prix de l'énergie, la Commission européenne présente ses mesures d'urgence, plafonnement des revenus et contribution des pétroliers et gaziers. Les entreprises de l'énergie paieront leur part. Cette mesure est-elle juste? A-t-elle des chances d'aboutir? On en débattra avec nos invités. Au-delà de la crise énergétique actuelle, la Commission promet une réforme en profondeur du marché de l'électricité. Pourquoi dysfonctionne-t-elle? Qu'est-ce que la règle du coût marginal? Ce sera notre rubrique « Le mot de l'écho ». Enfin, les pays européens devront peut-être bientôt réduire leur consommation d'électricité aux heures de pointe. La Commission entend fixer un objectif contraignant d'au moins 5%. Nous verrons comment certaines entreprises s'y préparent déjà. Mais d'abord, faire baisser la facture des ménages et des entreprises et éviter les coupures. L'Union européenne a présenté son plan énergie. Au programme, réduire les superprofits de certains groupes énergétiques pour les redistribuer aux plus modestes. On écoute tout de suite la présidente de la Commission. En ces temps, les profits doivent être partagés et distribués à ceux qui en ont le plus besoin. Les entreprises productrices d'énergie fossile vont devoir payer une contribution de crise. En tout, nos propositions vont permettre de lever 140 milliards d'euros afin de permettre aux pays membres de supporter au mieux cette situation. Alors en ligne de mire, ce sont les secteurs de l'éolien, du nucléaire, du solaire et les barrages hydroélectriques. Ils produisent de l'électricité à un coût très faible, mais la vendent à un prix élevé en s'alignant sur les prix du gaz. Benjamin Coriat, plafonner ces revenus, est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire compte tenu de l'explosion des prix, c'est une mesure d'urgence qui se justifie pleinement. Bon, donc la réponse à votre question est oui. Ça veut dire que il faut être capable de faire en sorte que les prix dans lesquels nous fonctionnons et qui sont totalement destructeurs soient régulés. À plus long terme, la solution n'est pas là. À plus long terme, elle est dans... on en parlera certainement dans le cours de l'émission, des modes de fixation des prix différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Alors oui, justement, pour donner une précision, c'est au-delà de 180 € par mégawattheure. Les États récupéreront les bénéfices des énergéticiens pour les redistribuer aux ménages et aux entreprises. De quoi, on l'a entendu, lever 140 milliards. Vous applaudissez ? Écoutez, quand je vois les prévisions pour une entreprise industrielle comme la nôtre, qui est fortement consommatrice d'électricité et de gaz... Vous produisez des compresseurs d'air. On produit des compresseurs d'air, mais donc nous on utilise l'électricité et le gaz, pas si vous voulez, c'est pas de l'énergie de confort, c'est pour produire. Quand on voit les prévisions d'augmentation, mais ça donne mal à la tête à une aspirine. Donc évidemment, comme l'a souligné Benjamin, je veux dire là il y a une mesure d'urgence, sinon vous allez avoir un nombre important d'entreprises qui vont arrêter de produire ou qui vont aller au tapis. Et là il n'y a pas besoin d'être un grand économiste. Alors il y a une autre mesure choc. Bruxelles réclame aussi une contribution temporaire de solidarité, c'est son nom, aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole. Donc là, on est dans les énergies fossiles qui réalisent des bénéfices massifs grâce à la flambée actuelle des cours. Léonce Ndikoumana, taxer les producteurs d'énergie fossile, alors c'est de l'ordre de 33% des bénéfices supérieurs de plus de 20% à la moyenne des années 2019-2021. Vous diriez que c'est leur juste part ? Je dirais que c'est leur juste part et que je pense que c'est une mesure qu'il faudrait appliquer immédiatement. Et je dirais aussi que c'est une mesure qu'il faudrait appliquer même à d'autres secteurs, puisque pendant que les compagnies pétrolières et de gaz se font des profits énormes, les compagnies dans les autres secteurs aussi en profitent, puisqu'il y a un processus où à cause de l'augmentation des prix du gaz, les autres secteurs aussi indexent Vous pensez à quel autre secteur ? Les autres secteurs de l'énergie, par exemple le pétrole, les énergies éoliennes et tout ça. Et ça veut dire que les autres secteurs bénéficient de l'augmentation des prix du gaz parce qu'ils appliquent ce qu'on appelle la fixation des prix sur la base du coût marginal.
Mais ce n'est pas leur coût marginal, c'est le coût marginal du On secteur. va en venir un petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce qu'en Afrique, les géants de l'énergie nationaux ou étrangers payent-ils, contribuent-ils, sont-ils mis à contribution dans la crise actuelle ? Non, parce que en fait, pour l'Afrique, il y a un problème structurel où les multinationales ne payent pas les taxes qu'elles devraient payer. Et chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, elles ne font qu'accumuler des profits qui ne sont pas taxés parce qu'ils arrivent à évader la taxe en fabriquant en manipulant leurs comptes. Et aussi, ce qu'on remarque, en fait, cette crise a démontré les problèmes structurels de l'Afrique avec la dépendance sur l'énergie importée et l'exportation des matières de façon brute. Et tu te retrouves avec l'Afrique qui a de grosses réserves de pétrole, mais qui importe le pétrole. Donc, la solution, c'est de, en fait, raffiner le pétrole eux-mêmes et dépendre moins de l'extérieur. Un peu la même question pour vous, Laurent Vronsky. Cette taxe, quelle est la réaction des entreprises ? Est-ce qu'elles vont s'y plier ou est-ce que ça les inquiète ? Écoutez, nous, on n'est pas concernés par le sujet puisqu'on ne produit pas de pétrole. Mais en l'occurrence, c'est Total, c'est... Mais je vais vous dire, là on est vraiment dans l'urgence. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas une petite crisounette. C'est-à-dire que là, il y a une remise à plat complet du logiciel d'utilisation des ressources. Et monsieur parlait de dépendance pour l'Afrique, mais c'est exactement pareil pour les Occidentaux. Nous avons des dépendances à toute une série d'énergies. Aujourd'hui, nos économies dépendent de ces sources d'énergie. Et quand on a soit un problème d'offre, soit un problème de prix, dire que les conséquences sont dramatiques tout de suite maintenant. Quand vous avez aujourd'hui, je vais donner un exemple très concret, je veux dire que nous, on est passé, je dirais, c'est fois 100 la note électrique. Et donc, ça veut dire quoi ? Pardon ? Votre facture. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que si vous voulez, aujourd'hui, vous avez une part substantielle de notre résultat d'exploitation qui va servir à payer la note d'électricité. Et ça n'est que l'électricité. Et on n'a aucune visibilité. Et nous ne pouvons pas, à l'instant T, remodeler notre outil de production pour utiliser autre chose. Et on ne peut pas mettre une éolienne sur le toit, sinon ça se saurait, n'est-ce pas ? Benjamin Corriat, certains pays européens avaient devancé cette annonce. Ça n'est pas le cas de la France, qui préférait plutôt que ce soit des entreprises qui, par exemple, accordent des ristournes à la pompe, pour citer par exemple le géant Total. Selon vous, la France devrait-elle s'y résoudre à cette taxe ? Ah oui, mais alors vraiment sans hésitation. Il faut bien comprendre une première chose qui plane ici. On parle de super profit, de surprofit, ça. Ça n'est pas le terme utilisé par la Commission européenne. Oui, la Commission, elle parle de prudente. bénéfices excédentaires. Oui, mais ça, c'est les euphémismes de la Commission auxquels on est habitué. Ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une rente. Ça veut dire que c'est ce que Keynes, dans son langage, appelle windfall profits, des profits amenés par le vent. Ça veut dire que les bénéficiaires de ces surprofits n'ont pas fait, n'ont pas écrit 5 lignes de plus. Je veux dire, c'est entièrement apporté par des différences entre leurs coûts de production qui n'ont pas bougé et sur lesquels ils n'ont pas bougé et le prix de vente qui, tout d'un coup, a explosé. Donc, je veux dire, si on laisse faire ça, avec les conséquences que ça a à la fois sur les entreprises et sur les ménages, où est-ce qu'on est ? Je veux dire, on est revenu à la jungle. Donc, oui, absolument, il faut le faire. C'est une mesure de justice fiscale. Absolument, absolument. Et comment dire, laisser la main aux entreprises là-dessus, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Ça veut dire que permettre à Total, qui est grandement bénéficiaire de tout ça, d'en plus... damer le pion à ses concurrents en ne baissant à sa discrétion, c'est-à-dire en choisissant quelle marge ils gardent et quelle marge ils redistribuent, en choisissant uniquement leurs clients et en approfondissant des rapports déjà dissymétriques, tout ça ne va pas du tout. Tout ça ne va pas du tout. Donc, dans une période comme celle-là, et aussi longtemps qu'elle se prolongera, oui, il faut prélever. Et ensuite, évidemment, la question qui va avec, c'est il faut redistribuer justement, c'est-à-dire à la fois aux ménages les plus en difficulté et aux entreprises qui ont absolument besoin de voir leur coût d'alimentation en énergie baisser. Alors on va prendre justement la direction de Bruxelles. La Commission, on l'a dit, a pris soin de ne pas utiliser le terme de taxe. On sait que toutes les questions de fiscalité en Europe relèvent de l'unanimité. Plus question non plus de plafonner les prix du gaz russe. Ce cocktail de mesures, on le sent, il y a de la prudence de la part de la Commission européenne.
Alix, ces mesures ont-elles des chances d'aboutir et quel va être le processus dans les prochaines semaines ? Eh bien, écoutez, ce cocktail de mesures est en effet plus prudent que ce qui circulait les derniers jours à Bruxelles. Malgré tout, il s'agit de mesures exceptionnelles qui auraient été inimaginables il y a encore quelques mois, notamment le prélèvement sur les profits de certaines entreprises qui s'enrichissent à la faveur de la hausse des prix de l'énergie. On pense notamment aux centrales qui produisent de l'électricité à bas coût, mais qui la revendent, vous l'avez dit, au prix du marché, comme les centrales nucléaires ou le renouvelable. Autre taxe qui ne dit pas son nom, cette contribution demandée aux producteurs d'énergie fossile. Alors, au total, ces deux prélèvements pourraient permettre de dégager 140 milliards d'euros qui seraient redistribués aux entreprises et aux foyers les plus vulnérables. Alors, à plus long terme, maintenant, la Commission voudrait envisager une réforme en profondeur du marché européen de l'énergie. Vous le savez, ça fait déjà longtemps que des pays comme la France, par exemple, ou l'Italie demandent un découplage des prix du gaz et de l'électricité, mais certains pays européens ne sont pas d'accord. Il y a aussi, vous l'avez dit, la question du plafonnement des prix du gaz qui n'est pas tranché. Alors, la Commission européenne propose de traiter différemment le gaz russe qui pourrait voir en effet son prix plafonné et les autres fournisseurs, comme la Norvège, par exemple, avec qui il serait possible de trouver un compromis. D'ailleurs, des discussions ont commencé avec Oslo. Il y a près de 140 pays, il y a un an tout juste, qui signaient un accord sur la mise en place d'un impôt minimum mondial de 15% sur les bénéfices, sur les multinationales. L'objectif, c'était de lutter contre l'optimisation fiscale, de quoi dégager 150 milliards d'euros selon l'OCDE. Alix Le Bourdon, la mesure n'est toujours pas adoptée un an après. Pourtant, l'Europe, on sent que l'Europe fait de la résistance. Pourtant, elle était en pointe sur ces questions. Comment l'expliquer ? Écoutez, c'est la Hongrie qui bloque la directive européenne sur l'impôt minimal sur les multinationales. Pourtant, la Hongrie avait donné son accord l'année dernière au niveau de l'OCDE. Alors, officiellement, Budapest explique que le contexte d'inflation n'est pas favorable à un tel impôt minimal. Le pays dit craindre des répercussions économiques, mais en réalité, on sait que ça n'est pas indifférent aux relations très difficiles entre Budapest et Bruxelles, notamment, vous le savez, sur les questions d'état de droit. D'ailleurs, la Hongrie est le dernier pays dont le plan de relance post-Covid est toujours suspendu. Et d'ailleurs, la Pologne avait un temps également menacé d'opposer son veto à cette directive sur l'impôt minimal sur les multinationales avant que sa part du plan de relance post-Covid soit débloquée. Alors, pour contourner le veto hongrois, la Commission européenne a cherché à savoir si une coopération renforcée serait possible, c'est-à-dire si au moins 9 pays européens membres de l'Union européenne étaient d'accord pour mettre en œuvre cette directive. Alors c'est un moyen de contourner l'unanimité dont vous parliez pour les questions fiscales, puisque c'est un mécanisme qui permet d'utiliser la majorité qualifiée. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne, puisque même s'ils n'avaient pas opposé leur veto, certains pays européens comme le Luxembourg et l'Irlande sont plutôt réticents à ce projet de directive européenne. Et puis les plus petits pays n'aiment pas beaucoup non plus ce mécanisme de coopération renforcée, puisqu'il met en péril leur droit de veto. Alors pour les pays qui veulent avancer malgré tout sur le sujet, ils peuvent le faire au niveau national, dans la mesure où ils ont signé l'accord de l'OCDE. Merci beaucoup, Alix Le Bourdon. Vous étiez donc en direct de Bruxelles. Léonce Ndikoumina, un impôt sur les sociétés d'au moins 15% et des entreprises prélevées là où elles réalisent leur chiffre d'affaires et non plus là où elles sont domiciliées. Est-ce que vous y croyez encore ? On a l'impression que les crises se succèdent depuis un an et que ces questions sont reléguées au second plan. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je pense que cette mesure d'imposer un impôt minimum de 15% est une étape dans la bonne direction, puisque c'est dans certains cas, c'est-à-dire on va aller de 0 à 15%. Il y a beaucoup de cas où les entreprises ne payent rien du tout. Donc, tout ce qu'on peut faire pour faire payer les taxes par les entreprises, c'est une bonne chose, c'est une solution qu'il faut explorer, mais il y a des problèmes. L'un des problèmes, c'est les contraintes liées au processus lui-même, où on doit avoir tous les pays qui vont accepter et on sait qu'il y a des pays qui ne vont pas accepter et entre-temps, on ne fait rien. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que même quand on va collecter cette taxe,
La question reste à savoir comment on va distribuer les revenus qui vont être collectés au niveau de l'entreprise globalement. C'est sur base des ventes, c'est sur base de l'emploi, c'est sur base du PIB, de la population de ce pays. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut explorer. L'autre problème qui est lié au processus de négociation sur ces questions de taxation, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est représenté dans la négociation. Et surtout, les pays en développement, on voit qu'ils ne sont pas à table quand il faut débattre ces questions. Et comme on dit, si vous n'êtes pas à table, vous êtes au menu. C'est-à-dire que vos droits et vos intérêts, ils sont contrôlés par tout le monde, par les autres. Et c'est vraiment systématiquement un problème d'inclusion dans les processus de décision au niveau global. Il faut que ces processus soient plus inclusifs pour qu'on puisse entretenir les avis de tous les pays. Et on voit les résistances aussi bien des pays que des multinationales. Et on en vient à notre deuxième partie. Au-delà de la crise actuelle, Bruxelles veut reprendre en main le marché de l'électricité, mettre en œuvre des mécanismes anti-spéculation pour limiter les fluctuations des marchés, aider les entreprises en difficulté. Écoutez cette passe d'armes entre la présidente de la Commission et Manon Aubry, députée du groupe de gauche au Parlement européen. Alors, pour vous les rappeler, Madame van der Leyen, je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 € par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Celle de Grégoire, 2300 € de facture de gaz en à peine 6 mois. Et puis, je pourrais en citer plein d'autres, celle de Brigitte, ici, qui se demande si elle va devoir arrêter de manger ou de s'éclairer cet hiver. Quand je regarde Madame Aubry et les factures qu'elle nous a montrées, c'est vrai, en français on dirait elles sont insupportables, c'est vrai, mais envoyer ces factures à Moscou, parce que c'est à eux qu'il faut les envoyer, c'est eux qui sont à la source de nos problèmes. Laurent Vronsky, pourquoi ce marché ne fonctionne pas selon la règle de l'offre et de la demande? Pourquoi les prix flambent? Ça n'est pas que la faute des Russes. Alors, je dois dire que le système de fixation des prix sur le marché européen est tellement complexe que personne n'y comprend rien. Donc, et moi le premier, donc malheureusement, je n'ai pas On va l'expliquer dans un instant. Je n'ai pas de réponse claire et limpide. Par contre, clairement, vous allez me dire c'est peut-être facile, mais il y a un truc qui ne va pas. Bon. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un choc exogène, puisque là, il s'agit bien d'un choc exogène, je veux dire que vous avez des perturbations très, très importantes et très graves qui peuvent avoir des répercussions à moyen terme. C'est-à-dire que vous avez un choc à court terme, et d'ailleurs, quand Mme Aubry monte ses factures, ça, c'est du court terme, parce que les gens voient leurs factures augmenter, mais on comprend bien que quand c'est des entreprises qui vont fermer leurs portes parce qu'elles ne pourront pas produire ou parce qu'elles ne pourront pas payer la note, que là, on va créer du chômage à moyen terme. Donc moi, je ne sais pas répondre à, si vous voulez, la question sur le modèle. Mais par contre, je suis quand même assez effaré. J'ai 33 ans d'expérience à la tête d'entreprise. C'est la première fois que je vois ça. Et je me dis, alors c'est peut-être un petit peu naïf, pourtant on a énormément aujourd'hui de sources d'énergie. Il n'y a pas que le gaz, puisque depuis que j'ai commencé ma carrière, il y a eu les éoliennes, bon, le nucléaire existait déjà, on a les panneaux solaires qui se sont généralisés, donc on a plein de choses. Bon, par contre, évidemment, on a aussi démultiplié les besoins en termes d'énergie. Mais en tout cas, je pense que l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne pourra pas gérer ce genre de choc. Il va y avoir de la casse sociale avec un grand S. Et là, je dirais, c'est du pragmatisme. Vous ne pouvez pas avoir, je dirais, un système où vous avez très peu de gagnants et beaucoup de perdants. Ça ne fonctionne pas. Alors, on va justement tenter de l'expliquer, ce système. Et c'est notre rubrique Le mot de l'écho avec vous, Benjamin Corriat. Qu'est-ce que le coût marginal et pourquoi a-t-il été créé par la Commission, une commission d'ailleurs d'inspiration libérale, et pourquoi aujourd'hui est-il question de le supprimer? Bon, alors d'abord, en quoi ça consiste? Le principe est le suivant, c'est pas très compliqué. Le principe est le suivant, on a toutes sortes de producteurs qui produisent à des coûts de production très différents. Par exemple, parce que c'est un élément de référence pour la France, en gros, on considère que le kilowattheure d'énergie électrique coûte à peu près 50 €. Ça varie, mais c'est à peu près 50 €. Bien. Et puis, on a d'autres producteurs qui produisent à des coûts différents. Bien. Ce qu'on a choisi de faire, c'est un marché européen interconnecté, mais l'interconnexion est en elle-même une bonne chose, et il faut la conserver.
parce que ça permet justement aux différents pays qui ont des excédents ou au contraire des déficits. Il faut préciser que d'échanger. l'électricité ne se stocke pas. Bien sûr, parce que l'électricité ne se stocke pas. Bien. Donc, ce qu'on a décidé, c'est la chose suivante. C'est que, en fonction de la demande qui se manifeste à un moment donné, de la demande globale, les différents producteurs offrent chacun une certaine quantité à un certain prix. Et comme il faut satisfaire l'ensemble de la demande, sinon on a des ruptures, on est obligé d'aller jusqu'au moins efficient, encore nécessaire pour que la demande soit satisfaite. Vous voyez ? Parce que sinon, si le moins efficient n'est pas là, il y a une partie de la demande qui ne sera pas satisfaite. Et c'est sur le moins efficient qu'on fixe le prix. Alors, tant que la différence entre le moins efficient et le plus efficient est tolérable, ça va. Mais à partir du moment où on a une situation de rupture d'approvisionnement, comme c'est le cas d'offres, on a une explosion de ces différences. Et le coût marginal, ça veut dire qu'on paye l'électricité, non pas au coût moyen de production de l'électricité, mais au coût du moins efficient. C'est une situation totalement folle. Alors, pourquoi la Commission a fait ça ? Elle peut vous donner toutes sortes d'explications. Moi, je ne les accepterai pas de toute façon, bien. Mais l'idée, c'est que... C'était quoi, pour aider à développer le renouvelable ? Non, pas du tout, parce que le renouvelable, c'est venu après. Bon, non. L'idée, c'est on croit dans les mécanismes de marché, et donc ça semblait le bon moyen. Ensuite, quand Mme van der Leyen dit allez porter ses factures à Poutine, elle a tout à fait tort. C'est l'offre et la demande sur le marché que la Commission a créé qui a fixé ce prix. C'est pas Poutine. Et aujourd'hui, c'est Poutine qui spécule, mais hier, c'était d'autres. Mais elle dit aussi qu'il faut réformer. Elle est d'ailleurs voilà. Il y a une sorte de consensus aujourd'hui. Elle est tellement peu convaincue de ce qu'elle dit, que parce que si c'était que Poutine, la solution serait réglée. Et alors, parlons-en, réformer ce marché. C'est là la vraie difficulté, parce que c'est un problème très complexe, parce qu'on a toutes sortes de producteurs à des prix très différents. On a en plus des contraintes de décarboner, et il faut tenir compte de tout ça. Alors, il y a plusieurs propositions sur la table. Moi, je vous dirais celle qui a ma préférence, mais ce n'est pas forcément celle qui sera adoptée, et qui est proposée d'ailleurs par un grand nombre de gens. C'est que l'électricité soit payée au coût de production, pour chacun, au coût de production plus un taux de marge, de manière à ce que, à la fois, évidemment, de la marge soit dégagée pour permettre l'investissement, pour permettre de rémunérer les investisseurs, etc., mais que, ça soit pas le moins efficient qui fasse la loi. Ça, c'est pas possible. Et même le moins efficient pourra être rémunéré avec un taux de marge nécessaire. Donc, on aurait une situation dans laquelle on peut égaliser l'offre et la demande sans créer des rentes entre les moins efficients et les plus efficients. Et on aurait de cette manière-là un prix acceptable de l'énergie. Je vous voyais réagir. Oui, parce que effectivement, Benjamin l'a très bien expliqué, je veux dire que le système qui a été créé est un système qui est, c'est une autre planète. C'est-à-dire que moi, je suis soumis tous les jours à la concurrence internationale. Je ne peux pas dire par rapport à mes concurrents, moi, je produis le produit le plus inefficient, donc vous allez me l'acheter au prix. Non, si je suis le plus inefficient, je disparais. Donc il n'y a pas besoin, vous voyez, le concept n'est pas compliqué. Donc l'offre et la demande, ça ne marche pas à chaque fois. Mais bien sûr que en non, l'occurrence pour l'électricité. Non mais là en plus, si vous voulez, c'est très différent puisque en clair, on a créé un espace économique relativement fermé au niveau de la consommation électrique. Après, chacun a ses producteurs nationaux, j'insiste. Donc chacun veut évidemment conserver ses producteurs nationaux. Sauf que si vous voulez, imaginez qu'on fasse une course olympique. Et on a des champions qui sont différents. Alors, il y en a un, il fait 30 kilos, l'autre, il en fait 60, et puis le dernier, il en fait 100. Et on va aligner la course sur celui qui fait 100. Ça ne peut pas fonctionner. Et la preuve, c'est qu'on crée des amplitudes à court terme qui sont intenables. C'est-à-dire que c'est aussi bien intenable pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais c'est aussi intenable pour les entreprises. Et je précise quand même que 94% des entreprises en France ont moins de 10 personnes. Je veux dire ce sont des petites le monde des entreprises. Multinationales est un petit univers en nombre. Léon Sandikoumana, cette crise énergétique, elle frappe aussi l'Afrique et en particulier, on l'imagine, pour les pays non producteurs d'énergie. Fortement. Dans quelle mesure ? Et ici aussi, j'aimerais rappeler la complexité de cette crise
qui accentue des problèmes structurels qui existaient. Donc, ce qui se manifeste maintenant, c'est qu'il y a une crise d'offres d'énergie. C'est-à-dire, les pays ont de la peine à importer du carburant, ils ont de la peine à faire fonctionner les sources d'électricité. Deuxièmement, il y a la crise des prix dont on est en train de parler, mais ça se superpose au problème de carence des devises. Les pays n'ont pas assez de devises pour importer le carburant. Et en même temps, c'est dans un continent où plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Donc, on a un problème d'offre, on a un problème de coût, on a un problème d'accès. Et ça veut dire que l'énergie est un luxe en Afrique. J'étais au Burundi pendant un mois cet été. Et c'est vraiment choquant de voir les queues de voitures qui attendent à la pompe puisqu'il n'y a pas assez de carburant, puisqu'il n'y a pas assez de devises pour importer le carburant. Et il n'y a pas... donc, c'est-à-dire que pour les taximens, c'est une question de survie. Quand un taximan ne travaille pas pendant la journée, les enfants ne mangent pas. Donc, c'est une question d'urgence. Comme mon collègue le disait, il y a des questions d'urgence, mais il y a aussi des questions de long terme. C'est-à-dire que c'est une menace sur les sources d'emploi, sur les sources de survie. L'autre question, et ceci, ça renforce le point que je faisais avant, que la dépendance sur les sources d'énergie étrangères, c'est vraiment dangereux. Et c'est vrai pour l'Europe, maintenant on le remarque, et c'est très vrai pour les pays africains. Et donc, étant donné le potentiel énorme que les pays africains ont pour les sources d'énergie, le pétrole, l'hydrocarbure, l'énergie solaire et éolienne, c'est le moment vraiment d'investir dans ces différentes sources d'énergie pour diversifier la production de l'énergie. On va y venir. Je voudrais simplement revenir rapidement en France. On a vu que l'exécutif était mobilisé sur le sujet. Prolongement du bouclier tarifaire l'an prochain avec une hausse des prix du gaz et de l'électricité limitée à 15%. Chèque minimum pour les plus modestes. Est-ce que, selon vous, ces mesures vont dans le bon sens ? Écoutez, encore une fois, ce sont des mesures d'urgence. Je veux dire, je pense que... Alors après, c'est toujours après qu'on peut analyser. Et tout d'un coup, on a une certaine prescience. Mais quand la maison brûle, si vous voulez, il faut l'éteindre. Bon. Donc là, coûteuse, il y a aussi une question de dépenses publiques. Mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est que quand on a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça a précisément été déclenché par une hausse du prix de l'énergie. Et c'était le gasoil à la pompe. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que quand on regarde cette hausse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais c'est nettement moins important. Mais là, on n'est pas en train de parler de luxe, comme disait monsieur. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos compatriotes, plus d'électricité, je veux dire, ça a un impact direct sur manger, boire, dormir, se chauffer, etc. Donc, on parle de biens vitaux. Dans la pyramide de Maslow, on est tout en bas. À la base. Par contre, au niveau des entreprises, je pense que là, il va falloir changer les choses parce que, par exemple, les entreprises qui vont bénéficier d'aide sont celles dont le coût de l'énergie représentait au moins 3% du chiffre d'affaires en 2021, sauf que les prix en 2021 ne sont pas ceux de 2022, et vous avez énormément d'entreprises qui sortent de l'écran radar. J'en connais une, la nôtre, parce que les prix ont augmenté de manière absolument astronomique en très peu de temps. Donc là, il va aussi falloir faire quelque chose. Alors, autre point phare, la Commission veut fixer aux États un objectif contraignant pour réduire leur consommation d'électricité d'au moins 5% aux heures de pointe pour éviter les coupures de courant. Les pays sont appelés à réduire leur consommation mensuelle de 10%. Chaque pays choisirait la façon d'y arriver. Benjamin Corriat, c'est quoi ? C'est un appel à la sobriété générale ? C'est un appel à la sobriété générale. Moi, ça ne me choque pas. Le principe ne me choque pas. Le rationnement. Oui, non, j'ai deux choses à dire. Le principe ne me choque pas. Aller vers une société plus sobre en énergie, comme d'une manière plus générale, plus sobre dans la consommation des matières premières. De toute façon, c'est une nécessité. La crise climatique, on l'annonçait, etc. Chaque fois qu'on en parlait, on nous disait qu'on était des espèces de rêveurs ou des oiseaux de mauvais augure. Je veux dire, avec l'été qu'on a passé, je crois que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Donc, il faut aller vers de la sobriété. Donc, ça ne me choque pas. La question qui est importante, c'est de quelle manière différenciée on va appliquer ça.
parce qu'il y a toutes sortes de consommations qui sont des consommations d'énergie somptuaires, inutiles, du gaspillage, etc. Est-ce qu'on va attaquer ça d'abord, hein, et ensuite demander à chacun, parce que ça me paraît normal, de faire un effort, ou bien est-ce qu'on va appliquer de manière uniforme des consommations somptuaires et des consommations essentielles? Donc si vous voulez, là, j'allais dire, tout est dans les détails, mais c'est beaucoup plus que les détails. Tout est dans la mise en œuvre. Mais sur le principe d'avoir des mesures, disons, une idée obligatoire de diminuer, ça ne me choque pas. Il faut que ça soit fait justement et intelligemment. Alors justement, on va voir comment ça se passe dans certaines entreprises qui ont déjà pris quelques mesures pour réduire leurs factures. Regardez, c'est un reportage de nos confrères de France 2. Lumière, chauffage coupé. Cet hiver, en cas de pic de consommation d'électricité, certaines entreprises s'engagent à baisser leur consommation. Dans cette société du quartier de la Défense à Paris, 4000 salariés. Le scénario est déjà prêt et les cuisiniers aussi. En cas de grand froid, le menu pourrait changer. Amidou, c'est bon pour vous? Ce qui disparaîtrait de la carte en cas de pic énergétique, donc le steak haché, l'escalope de volaille, mais également le faux filet. Donc tout ce qui sera grillade, puisque du coup, on veut arrêter les planchas qui consommeraient beaucoup trop d'énergie pour les transformer avec des cuissons basse température. Le four à pizza, les friteuses resteraient eux aussi éteints. Il faut savoir qu'une friteuse professionnelle consomme l'équivalent de 30 friteuses individuelles. Un changement de carte qui ne semble pas perturber l'équipe. C'est au minimum la veille, voire 2 jours avant. Donc non, ça ne change rien du tout en fait. On sait qu'on a la marchandise. Car il y aura du temps pour anticiper. Le réseau de transport d'électricité alertera les entreprises et les particuliers 3 jours avant le pic prévu de consommation. Un étage plus bas, autre levier radical. Fermer totalement quelques heures la salle de sport de l'entreprise. Pendant le pic énergétique, on éteint. On coupe à la fois la ventilation, l'éclairage et on reporte les cours collectifs un peu plus tard dans la journée. À la clé, des résultats immédiats, selon lui. Pourquoi pas aller jusqu'à 10% d'économie, ce qui permet de passer les pics et passer les coups durs. Mais cette proposition ne fait pas l'unanimité. Est-ce que c'est le sport qui doit pâtir forcément? Je ne sais pas si c'est une bonne option. Je pense que c'est mieux cette solution que de nous couper les chauffages aux étages. Le but, c'est qu'on puisse travailler aussi. Le chauffage, c'est l'un des postes de consommation les plus importants. Alors cette autre entreprise, elle, n'hésitera pas à le couper ponctuellement, en cas de pic cet hiver. En un clic de son ordinateur, ce cadre peut stopper le chauffage sur les 35 000 m². Ça peut correspondre à l'équivalent d'une centaine de maisons d'habitation d'un seul coup, pendant les 3 heures. Ça va permettre de participer à l'équilibre du réseau électrique du quartier, voire de la ville. En cas de coupure de chauffage, l'entreprise encouragera ses salariés à mettre un pull et à bouger régulièrement. Aujourd'hui, seule une trentaine de sociétés s'est engagée à réduire sa consommation d'énergie s'il y a des pics cet hiver. Je vous voyais sourire, Laurent Vronsky. Comment votre entreprise se prépare en cas de pic de consommation? Quelles mesures d'économie avez-vous prévues? Mettre un pull? Mais je veux dire, je souris. Donc, j'ai compris qu'on n'aurait plus de frites, on aura de la purée à la place. Hein, donc c'est un drame absolu. Je veux dire, c'est du bon sens. C'est-à-dire que on a, je pense, je ne suis pas en train de me décerner des pommes de vertu, mais on n'a pas attendu la crise actuelle pour faire ça, pour une raison très simple. Je veux dire, moi, je me souviens très bien de chasser le gaspille dans les années 70. Hein, j'étais enfant. Je veux dire que donc et après, c'est une question d'éducation. Je veux dire, c'est gâcher ou pas gâcher. C'est du même niveau que finir son assiette ou avoir des plâtrés et puis avoir la moitié de l'assiette qui part à la poubelle. Je pense qu'avant d'avoir une attitude punitive, ce qu'on entend là, oui, me fait sourire de dire aux gens il y aura plus ci, il y aura plus ça. C'est anecdotique, effectivement. Mais quand vous promenez dans la ville, j'habite Paris, je veux dire, vous arrivez dans les endroits, c'est surchauffé, vous êtes obligé d'enlever votre veste. Je veux dire, on a l'impression d'être, si vous voulez, en Équateur. Et puis alors vous avez les portes automatiques qui s'ouvrent et tout l'air chaud qui part. Je veux dire, avant de dire il y aura plus de frites, il y aura plus de salle de sport, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous voyez, moi j'ai des équipes qui travaillent dans un atelier, dans une usine, qui manipulent du métal 8 heures par jour. Donc là, le chauffage, c'est pas un luxe. Mais parfois, on arrive dans des bureaux, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, c'est chauffé tout le week-end. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Des mesures d'efficacité énergétique. Oui, par exemple, nous, on avait les éclairages au sodium. Les éclairages au sodium, c'est ce que tout le monde connaît, ce sont les grandes lampes industrielles. On a investi dans le LED, mais pas la semaine dernière. Ça fait déjà 6 ans, pour des raisons évidentes. Donc, globalement, je crois que la marge d'amélioration positive est énorme. Et avant de dire aux gens, attention, il n'y aura plus de frites, je crois qu'il y a des choses peut-être plus intelligentes à faire. Et moi, je préfère toujours éduquer les gens à aller sur la pédagogie et l'intelligence que sur le contraignant et la réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de revoir un peu la production, la rendre plus efficace, Parce que là, on voit que c'est des mesures qui sont vraiment prises à la marge. Parce que là, on est dans l'urgence. Mais après, je pense qu'il y a une réflexion, mais qui doit s'inscrire à beaucoup plus moyen et long terme, pas seulement sur le coût de l'énergie à augmenter depuis une semaine, mais clairement, on s'oriente dans une économie, c'est la fin de l'abondance, et il y aura une économie à repenser intelligemment pour se partager les ressources. Léonce Nkoumana, la question de l'autonomie énergétique, vous l'abordiez un petit peu plus tôt, elle se pose en Afrique? Oui, elle se pose énormément en Afrique, et maintenant avec la crise, elle est vraiment au clair. Et juste pour réitérer le point que mon collègue vient de faire, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gouvernements s'attellent aux questions structurelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les échappatoires, mettre le poids sur les ménages. Par exemple, maintenant, avec l'augmentation de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? On demande aux ménages de travailler à la maison avec la technologie. Ça veut dire que toute la journée, maintenant, vous devez chauffer votre maison. Il faut vraiment fixer ce qui ne marche pas dans le système lui-même. La fixation des prix, ça ne marche pas. Les économistes ont pensé depuis longtemps que le marché peut résoudre tous les problèmes. Maintenant, on sait qu'il ne peut pas. Benjamin Corriat, un mot de conclusion, il nous reste 1 minute. Non, le mot de conclusion, c'est que il faut être capable non seulement de faire face à l'immédiat, mais de prendre des mesures plus structurelles. Juste pour finir, sur un regret, mais en même temps, ça annonce l'avenir. Lorsque la Convention citoyenne climat a proposé qu'on mette fin aux passoires énergétiques, il y a eu une levée de boucliers. On aurait mis fin aux passoires énergétiques, puisque ça fait déjà 2 ou 3 ans. On aurait déjà une série de problèmes majeurs en moins, puisque à la fois on aurait moins de consommation énergétique, et à la fois on aurait des ménages qui seraient mieux chauffés. Donc je veux dire, il faut cesser de courir d'un obstacle à l'autre. Lorsqu'on a la chance, par exemple, d'avoir une convention citoyenne, il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.